Heureusement j'avais ma ligne. Nous aurons du thon pour dîner. » Il se pencha dans le bateau et en tira près de 1 mètre de puissance et de beauté aérodynamique dont les couleurs se fanaient rapidement. Les yeux morts étaient déjà vitreux. « Ce n'est pas souvent qu'on en attrape un pareil, » dit-il fièrement. Ils admiraient encore sa prise quand l'histoire fit son retour à Thalassa. Et le monde simple et insouciant qu'ils avaient connu pendant toutes leurs jeunes années prit brutalement fin. La trace de son passage fut écrite là, dans le ciel, comme si une main géante avait déplacé un morceau de craie en travers de la voûte bleue. Sous leurs yeux, la traînée de vapeur étincelante commença à s'effilocher, à se désintégrer en lambeaux de nuages, jusqu'à donner l'impression qu'un pont de neige avait été lancé d'un horizon à l'autre. Et maintenant, un lointain grondement de tonnerre tombait des bords de l'espace. C'était un bruit que Thalassa n'avait pas entendu depuis 700 ans, mais qu'un enfant aurait pu reconnaître immédiatement. Malgré la chaleur du soir, Mérissa frissonna et sa main chercha celle de Brandt. Il la prit, mais presque sans y prendre garde. Il contemplait toujours le ciel déchiré. Kumar lui-même avait retrouvé son sérieux, mais il fut le premier à parler. « Une des colonies a dû nous trouver. » Brandt secoua lentement la tête, mais sans conviction. « Pourquoi se donner cette peine ? Ils doivent avoir de vieilles cartes, ils savent que sur Thalassa il n'y a presque que de l'océan. Ça n'a aucun sens pour eux de venir ici. » « La curiosité scientifique ?» hasarda Mérissa. « Pour voir ce que nous sommes devenus ? J'ai toujours dit que nous devrions réparer le lien de communication. » C'était une vieille querelle qui se ranimait à chaque décennie. Un jour, presque tout le monde était d'accord. Thalassa devrait vraiment reconstruire la grande antenne parabolique sur l'île de l'Est, détruite quand le Kraken avait fait irruption 400 ans auparavant. Mais en attendant, il y avait beaucoup d'autres choses plus importantes, ou simplement plus amusantes. « Construire un vaisseau spatial, c'est un projet énorme, » dit Brandt d'un air songeur. « Je ne crois pas qu'une colonie s'y résoudrait, à moins d'y être obligée. Comme la Terre. » Il s'interrompit. Après tant de siècles, c'était encore un nom difficile à prononcer. D'un même mouvement, ils se tournèrent vers l'est où la rapide nuit tropicale avançait sur la mer. Quelques étoiles, les plus brillantes, apparaissaient déjà et la petite constellation bien reconnaissable du triangle montait au-dessus des palmiers. Ces 3 étoiles étaient d'importance à peu près égale. Mais une intruse infiniment plus étincelante avait jadis scintillé, pour quelques semaines, près de la pointe méridionale de la constellation. Son écorce, maintenant ratatinée, était encore visible avec un télescope de puissance moyenne. Mais aucun instrument n'était capable de montrer la scorie en orbite qui avait été la planète Terre. Chapitre 2. Le bébé neutre. Un grand historien avait appelé, plus de 1000 ans après, la période 1901-2000, le siècle où tout est arrivé. Il avait ajouté que les gens de l'époque auraient été d'accord avec lui, mais pour des raisons entièrement fausses. Ils auraient fait observer, souvent avec une fierté justifiée, les réussites scientifiques du siècle, la conquête du ciel, la libération de l'énergie atomique, la découverte des principes fondamentaux de la vie, la révolution de l'informatique et des communications, les débuts de l'intelligence artificielle et, le plus spectaculaire, l'exploration du système solaire et les premiers pas de l'homme sur la Lune. Mais comme l'affirmait cet historien avec l'infaillibilité de la sagesse rétrospective, pas une personne sur 1000 n'avait entendu parler de la découverte qui transcendait tous ces événements en menaçant de les rendre absolument insignifiants. Apparemment, c'était aussi inoffensif et éloigné des affaires humaines que la plaque photographique floue dans le laboratoire de Becquerel qui avait abouti en 50 ans à peine à la boule de feu au-dessus d'Hiroshima. C'était d'ailleurs un sous-produit de cette recherche et cela débuta avec une innocence égale. La nature est une comptable très stricte qui équilibre parfaitement ses colonnes. Les physiciens furent par conséquent extrêmement perplexes quand ils découvrirent certaines réactions nucléaires pour lesquelles, après l'addition de tous les fragments, quelque chose semblait manquer d'un côté de l'équation. Comme un comptable indélicat se hâtant de remettre de l'argent dans la caisse juste avant une inspection, les physiciens furent obligés d'inventer une nouvelle particule. Et pour expliquer l'irrégularité, elle devait être tout à fait singulière, sans masse ni charge et si extraordinairement pénétrante qu'elle pouvait traverser sans inconvénient notable un mur de plomb de 1 milliard de kilomètres d'épaisseur. Ce fantôme fut baptisé neutrino, une contraction de neutrons et de bambino. Il semblait n'y avoir aucun espoir de ne jamais détecter une entité aussi